Chers amis, salutations et bienvenue à la prescription avec Dr. Fred Lambert. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un que j'aime profondément. Quelqu'un avec qui j'ai étudié il y a longtemps à la faculté de musique de l'Université McGill, M. Ben Chemi. Il est le membre fondateur du groupe Suns, S-U-U-N-S. Si vous ne connaissez pas le groupe, s'il vous plaît, allez rincer vos oreilles. Plusieurs albums à leur actif. Il y a Images du futur, Old Still, Felt et plus récemment l'album The Witness. Il y a quelques années, alors que j'étais chroniqueur à l'émission Médium Large sur Ici Première, aux côtés de Catherine Perrin, Ben Chemi était notre invité de la semaine. Il venait parler de sa carrière en Europe et aussi d'un article important dans le magazine Les Inrocks concernant sa technique de création. Après l'émission, on a repris contact et on a décidé d'élaborer un plan pour faire un projet ensemble. Et tout ça nous a amenés dans une production de danse contemporaine ainsi qu'un projet de disque allant avec mon quatuor à cordes, le quatuor Molinari, et ses compositions solo. D'ailleurs, ce disque sortira sous peu. C'est vous dire, parfois, le hasard fait bien les choses. Et dans ces magnifiques projets que nous avons élaborés, j'ai découvert quelqu'un de fantastique et de sensible, un artiste qu'il faut absolument connaître. Mieux connu en tant que chanteur et guitariste du groupe art rock Suns, Ben Chemi possède aussi un bagage en composition classique moderne et en performance expérimentale. Sa fascination pour la musique électronique l'ont mené à expérimenter, à élargir sa vision musicale et à fusionner différents styles de musique en faisant fi de toutes les conventions. Explorateur sonore minutieux, Ben Chemi est tout aussi à l'aise dans la création d'œuvres libérées de toute contrainte que dans les compositions plus structurées et affiche un penchant marqué pour la musique classique, la création radiophonique, les nouvelles technologies et les curiosités avant-gardistes. Voici ma discussion avec Ben Chemi. Comment ça va, Ben? Ça va bien? Yes. Ça va bien, oui. T'es de passage ici? Yeah, au studio, à Montréal, mars. Oui, ça fait du bien. Ça fait, ouais. Quand même. Ouais, c'est cool. Tout d'abord, avant qu'on commence, je voudrais te remercier pour le petit moment musical que tu as créé pour mon show, qui est comme dans le show, quand j'annonce qu'on va faire la prescription culturelle, il y a toujours cette transition musicale et c'est toi qui as créé ça en direct de Paris. D'ailleurs, je te remercie, c'est vraiment utile. Ça habille bien le show parce que je trouve que des fois, dans ces conversations-là, si c'est juste parler, ça devient peut-être un peu redondant. Alors, merci. De rien. Ouais, avec plaisir. Ben, je pensais à toi et je me demandais, je me suis rappelé un peu les premières fois qu'on s'est rencontrés. Moi, je suis arrivé à McGill, je suis arrivé à Montréal en 2001 pour étudier à McGill en musique. Toi, tu étais où, en fait, à ce moment-là? 2001, tu étais déjà à l'université? Pas encore. Pas encore? 2001. Ouais, peut-être c'était 2002 que j'ai rentré. Ouais, peut-être j'étais là. Dans ces années-là? Ouais. Parce que tu as étudié en musique à McGill, mais toi, tu viens de Montréal. Ouais, je viens de Montréal. J'étais allé à Cégep Vanier en musique. C'est là où j'ai vraiment comme tombé en amour avec le jazz, où j'ai comme voulu poursuivre la guitare. Donc j'ai travaillé comme un fou, puis j'ai gagné une place, une performance en jazz à McGill. OK. Un peu comme j'étais
super content. Parce que, rien que pour dire, parce que les gens ne comprennent peut-être pas ça, mais être pris en guitare jazz à McGill, c'est extrêmement difficile. Ouais, je pense qu'il y a C'est 1 ou 2 par année. 1 ou 2 par année, puis c'est dans le même... Je me souviens parce que moi, j'étais au cégep de Joliette, puis les guitaristes je connaissais des guitaristes qui se sont essayés 3, 4 fois avant de réussir, avant de s'y rendre, parce que, c'est quoi, dans le processus d'audition, vous avez comme un nombre de standards jazz à apprendre, Ouais. mais dans toutes les tonalités, ou un truc comme Genre, ça, genre... je sais pas, je me souviens plus, mais je sais que mon expérience de cégep, c'était justement ça. Je voulais rentrer à McGill, puis c'était religieux quand même. Ça, j'ai rien fait dans les années que j'étais en cégep. J'ai juste travaillé sur ça. Tu veux dire travailler dans le sens que tu pratiquais? Je pratiquais comme 8-9 heures par jour, l'été, tout. Et avec le recul, je trouve que c'était peut-être Peut-être trop. pas le meilleur moment de ma vie. J'étais un peu obsédé. C'était pas super, je pense, mentalement, c'était pas la meilleure. Je conseille pas ça. Ben oui et non, parce qu'en même temps, même ces grosses années de pratique, puis de technique, puis d'apprendre ton instrument, t'amènent quand même à avoir un vocabulaire. C'est certain que tu t'es fait du vocabulaire. C'est sûr que j'ai appris beaucoup, puis ça m'a amélioré en tant que guitariste et musicien, for sure. Mais je trouve qu'il y a aussi cette côté mental, que tu apprends beaucoup de mauvaises habitudes, je pense aussi, en être obsédé par quelque chose sans une balance d'une vie normale. Mais là, tu fais ton audition à McGill, t'es pris, donc là, c'est la joie, tu viens en performance. Ouais. Et là, c'est ça, quand on est à McGill, souvent, c'est ça, il y a des gens de jazz, il y a des gens qui sont en classique, en performance. Puis des fois, il y a des fois, puis c'est pas toujours, hein, des fois, en fait, les gens restent pas mal dans leur gang la plupart du temps. Ouais. Mais toi, la première fois que je t'ai rencontré, c'était des amis qui me disent « Ah, il y a un gars qui a écrit une espèce d'arrangement, il veut faire des tests, es-tu disponible pour venir faire un petit enregistrement? » Alors, je me pointe, t'avais acheté un peu de pizza, je pense un peu de bière, tout ça. Puis là, on était une gang, puis là, t'amenais des partitions, tu refaisais faire, OK, on peut voir c'est telle couleur. Puis là, c'était un peu dans le néant parce que c'était juste avec, je pense que c'était juste avec les cordes, il n'y avait pas d'autres instruments. Mhm. T'as pris ça, t'es allé faire quelque chose avec, je me souviens plus quoi. Puis là, déjà, je m'étais dit, OK, Puis je me disais, OK, il y a des gens qui expérimentent des choses, des couleurs, parce que ce que tu demandais en plus, c'était vraiment pas jazz, dans le sens que c'était déjà plus expérimental, qui est un peu, finalement, à l'image de ce que tu fais maintenant. Ouais. On peut dire ainsi. Donc, tu fais ton jazz, t'as gradué, t'as fait tout ton... Ouais, j'ai fini. T'as fini ton bac, et c'est un peu dans ces années-là que tu as rencontré les membres de Sons. Ouais, après ça, j'ai pas vraiment poursuivi une carrière en jazz sérieusement. À la fin de mon séjour à McGill, j'étais un peu épuisé avec cette... En fait, je pense que le jazz en général, pour moi, c'était quelque chose pour me motiver à jouer à la guitare, parce que c'était plus la guitare qui m'intéresserait que être musicien de jazz. Et Malgré tout, tu as tout fait ça, tu as joué dans des combos. ben oui, j'adore ça. En fait, c'était super et j'adore le jazz, mais c'était pas comme... Je me suis rendu compte que c'était pas le genre de musique où je voulais faire ma carrière. Et j'étais bien avec ça aussi. J'ai appris ce que je voulais. Mais oui, après ça, j'avais justement en tant qu'adolescent et où j'ai commencé en musique, où j'ai tombé en amour avec la musique, c'était pas la musique jazz ou expérimentale, c'était la musique pop, rock, show FM, genre, tu vois. Okay. C'était vraiment comme le début pour moi, c'était des cassettes de mes cousins qui me faisaient du U2 et tout ça, tu sais. C'était pas comme, j'étais pas comme cool. Mais pas pour dire que c'était ça ce que je voulais faire, mais je savais que mon instinct me pointait sur quelque chose qui était plus, entre parenthèses, populaire, c'est-à-dire rock and roll-ish. Donc c'est là, en fait, j'ai Liam, qui joue le batteur dans mon groupe. Moi, je l'ai rencontré à McGill. Puis après que j'ai fini, c'est là où je suis rendu plus dans la scène indie de Montréal, plus.
Mais en plus, c'était les grandes années de la scène indie qui commençait. Ouais, c'est ça. C'était vraiment là où ça a commencé à vraiment devenir une scène reconnue mondiale. C'était tout au début de ça. Donc, il y avait beaucoup d'opportunités. Il y avait un bel esprit à l'époque pour ça, des shows alternatifs, des venues, un peu le début de cette époque. Donc, il y avait beaucoup de soutien dans cette communauté. Il y avait beaucoup de musiciens. Il y a beaucoup de monde qui venait à Montréal pour commencer des groupes. Et donc, les premières années, on n'a rien fait. Et, ben, on n'a rien fait dans le sens que j'écrivais. C'était la première fois que je chantais dans un groupe aussi. Donc, ça, c'était une grosse truc pour moi en temps de confiance et tout ça. Parce que dans le chant, c'est ça, t'as pas pris des cours de chant. Non, puis je suis pas un bon chanteur non plus. Même aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup, mais je vais pas être comme mais t'as développé reconnu pour ça. C'est ça, mais t'as développé ta propre technique pour ce que tu fais. I do my t'sais. thing, je fais mon truc, tu vois. Et j'écris la musique autour de ça, autour de ce que je suis bien. Je vais pas chanter des trucs ou écrire des trucs que je suis pas capable de faire. Donc, le groupe et l'écriture et le vibe du groupe est vraiment... c'est créé autour de ce que moi, je pensais, mes intérêts au début, ma voix. Moi, j'ai écouté beaucoup de la musique électronique et donc, c'était le début un peu aussi de cette mix entre la musique club music un peu et l'indie rock un peu, qui n'était pas très populaire au moment qu'on a fait. Justement, avec un background de jazz et un vocabulaire peut-être un peu plus développé que indie music en général. Et alors, au début, la première année, les trois premières années, quand on était un groupe, on n'a pas rien enregistré, on a juste joué. C'était plus pour fun, c'était un truc d'amitié. Mm-hmm. Moi, j'étais ambitieux parce que je suis ambitieux en général. J'avais comme des grosses rêves pour le groupe. Mais j'étais aussi comme réalistique. On voulait s'amuser, on voulait jouer dans des soirées, whatever. Mais tout ça, en même temps, c'est que vous deviez finir l'école, vous créez de la musique, vous savez des trucs, mais là, en même temps, sûrement que vous avez tous des jobs un peu ici et là. Ouais, je travaillais Java U. Ah oui? Je faisais ça en même temps. Après 1 an et demi de commencer le groupe, j'ai retourné à l'Université de Montréal. Puis j'ai fait ma maîtrise en compo mixte, c'est-à-dire électronique et acoustique avec Anna Sokolovic. Oui, OK, ça, je savais pas, ça. Ah ouais? OK. Ah ouais. Donc, tu as travaillé avec Anna. J'étais son premier élève en maîtrise. Ouais. Wow. Puis on reste super bons amis. Ah, puis elle est fantastique, Anna. Là. She's the best. Mais oui. À vrai dire, je pense que je faisais ça un peu parce que je voulais développer cet aspect de composition plus contemporain. Et ça m'intéressait. J'étais pas très intéressé à retourner à l'école. Et j'étais pas comme super bien non plus en maîtrise là-bas. J'étais un peu fini avec l'école. Et je pense que j'aurais dû le lâcher si c'était pas pour Anna, qui, comme tu sais déjà, elle est très ouverte. Oui. Elle était pas comme... À McGill, c'est quand même une atmosphère traditionnelle. Surtout en jazz, c'est comme on fait une époque de jazz, qui je pense d'ailleurs est une bonne idée parce que c'est vraiment la vocabulaire de base de ce qui est bon. Et à l'Université de Montréal, mes cours, j'étais pas très comme... J'étais jamais là. J'étais un peu comme... C'est cool. Moi, je voulais travailler avec Anna. J'étais pas très intéressé à mes autres cours qui étaient un peu comme... Whatever, pour moi. Entre-temps, je jouais dans un groupe et ça, c'était mon vraie ambition. Et justement, Anna, qui est une compositrice super ouverte à d'autres genres, pas forcément... Genre, on va faire cette époque de composition rigide ou whatever. Ah non, vraiment pas. Elle était très ouverte. Moi, ma première composition, c'était pour violoncelle et microKORG synthesizer. Donc,
je savais pas en fait, c'était nouveau pour moi, donc j'avais des instructions comment tourner les boutons sur le synthé et que le violoncelle fait des genres de écho, mais en acoustique. Elle était super cool avec ça. Tu sais, on a joué ça à l'école et Ah, mais c'est quelqu'un d'extrêmement curieux. Écoute, j'ai fait une tournée avec elle, puis une soirée, on prenait un verre, puis on parlait d'instruments, puis de trucs. Puis là, je parlais, j'ai dit, t'as-tu déjà vu les... Il y a comme des violonistes, certains violonistes qui prennent du fil de pêche, qui mettent ça autour des cordes, qui tirent. Comme, ah ouais. Et en revenant, tout de suite, elle m'envoie un email. Peux-tu m'envoyer des vidéos? Elle est toujours curieuse, toujours à la recherche de nouvelles sonorités. Puis elle a pas peur de se tremper, là, puis d'essayer. Là, puis ça, c'est clair que quand vient le temps de l'enseigner à des étudiants, c'est super inspirant. En fait, c'est super inspirant juste de prendre un café avec Anna Sokolovitch. Sure. Elle a beaucoup d'énergie aussi. Ah ouais, c'est hallucinant. Ouais. Elle est vraiment cool, puis elle est devenue une bonne amie aussi. Donc, elle a entendu tes trucs de... Ben, je sais où elle t'a accompagné pour l'écriture, mais est-ce qu'elle a entendu les enregistrements de tes bandes? Oui, je l'ai envoyé mes vinyles. Quand j'ai un album, je l'envoie. Nice. Ouais. Donc, elle suit depuis mon trajet. Donc, elle est super encourageant pour moi. Ben ouais. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour elle et beaucoup de respect. Puis c'est cool d'avoir cette... bon, en tout cas, she's the best. Ah oui. Puis c'est vraiment elle qui m'a accompagné à l'université et que j'ai dû finir ma maîtrise à cause d'elle. J'ai fait un opéra, en fait. J'ai écrit un opéra pour ma... T'as écrit un opéra? Ouais, j'ai écrit un opéra pour ma thèse. OK. Puis c'était produit par l'École nationale de théâtre. On a fait une production. Wow. Avec, c'était pour 5 instruments, synthé, 2 voix et vidéo. C'était très ambitieux. Mais c'était produit à l'École nationale de théâtre? Oui, il y a une full production. J'avais un écrivain de l'école qui a écrit le texte, le livret. OK. Puis là, il y avait la production pour l'école qui a fait monter ça avec les chanteurs et tout ça. C'était cool. Je pense pas que c'était... Genre, pour être honnête, je pense pas que c'était comme très bon. Mais t'as une vidéo, t'as quelque chose? J'ai une vidéo quelque part. Mais garde ça précieusement. C'était très ambitieux. Je pense que je faisais quelque chose hors de ce que j'étais capable. Mais mon ambition était plus... j'étais trop ambitieux. J'aurais dû faire quelque chose de plus... Mais je voulais faire qu'un gros prod, tu sais. C'était comme, why not, tu sais. Mais je pense pas que c'est maintenant, avec le recul, je vois que c'est pas... It's not the best writing I've ever done. Ouais. Mais c'était pour quelqu'un avec beaucoup d'énergie, plus jeune. J'étais comme, je vais aller au fond. C'est bien, c'est bien ça. Ouais. Mais là, donc, tu as fait ta maîtrise et là, et tout ça en même temps, il y a le band là, qui se construit, que vous commencez à considérer, à enregistrer. C'est à quel moment que... En fait, je me rappelle pas à quel moment que le band a décollé. Le moment... C'était quel le moment critique? Oui, on a joué local pour des années. Puis c'était vraiment plus vers 2008 où ça a devenu comme un real band. Là, on a enregistré des petits trucs, des EP, des 7-inch. Genre, on a envoyé ça à nos amis, whatever. On n'a pas vraiment tourné comme pour vrai. Là, on a enregistré un album qui a été tout de suite pris par un label américain indie de grand renommée. Donc, c'était notre première sortie, notre premier full-length album a été sorti par un label très connu aux États-Unis. Puis là, tout a changé, genre dans un an. Là, on faisait des tournées, on était partis. Et les années précédentes, j'étais en tournée pour une dizaine d'années, franchement. Mais je sais, moi, quand je regardais tes agendas, des fois que je voyais ça passer, c'était annoncé, c'est étourdissant, en fait. Yeah, I know. C'est comme complètement fou. C'est tous les jours, une nouvelle ville, un nouveau show. Puis les gens réalisent souvent pas ça, c'est que vous n'êtes pas U2, là, comme tu disais, là, dans le sens que tu n'as pas un roadie, tu n'as pas quelqu'un qui débranche tous les fils, qui fait, vous faites ça vous-même. Là. Tu as tout installé. C'est quoi, mettons, comme une journée normale? C'est que vous arrivez à la scène, là, vous sortez tout le matériel, vous pluguez, vous faites vos tests de son. Ça, c'est long. Ça prend du temps. Là. Et là, quand c'est fini, c'est...
t'es encore, t'es encore dans le high du show. Ouais. Mais là, tu vas dire merci. Là, tu débranches, tu For débranches sure. tous tes Non, fils. c'est un genre être en tournée, c'est plus comme travailler pour une boîte de livraison. Tu vois, tu t'amènes des boîtes dans un genre, puis tu les retires à la fin de la soirée, puis tu joues pour 1 heure. Mais c'est vraiment Les gens s'imaginent exigeant. d'autres choses de Ben que, oui, ce je que sais, c'est je la sais, tournée, je mais sais. c'est tellement pas si C'est glamour. pas ça, mais en même temps, c'est fun aussi. J'aime cet aspect du grind de la tournée parce que, évidemment, t'es épuisé, mais dans cette fatigue, il y a quelque chose qui se crée et je trouve que... Et aussi, t'améliores aussi comme groupe. À la fin d'une tournée, t'es tellement tight que Ouais. t'es comme... T'es invincible. T'es comme... c'est beau. Tu crées, tu joues, t'es fatigué, mais tu joues, puis ça sonne bien. C'est comme fou. Ouais, puis c'est naturel. Ouais, Tu ouais. sais. Et t'as jamais cru que ton groupe pourrait sonner si bien que ça. Et il y a des choses qui se passent parce que tu es à l'aise avec les trucs, avec tout le monde dans le groupe. Tu as joué ça 100 de fois cette année. Là, tu sors and you kill. Dans un festival, tu kill. Tu vois les groupes qui tournent et les groupes ceux qui qui tournent tournent pas. pas. Ouais, Ouais. tu vois. Donc, et c'est cool. Tu tombes dans une communauté d'autres groupes comme ça et ça devient un peu ton identité, un peu. Est-ce que tu as développé beaucoup d'amitié avec d'autres groupes que tu croisais des fois justement dans les festivals ou sur Ouais, la route? tu sais, surtout en Europe, parce que c'est là où on a tourné le plus. Tu vois comme le cycle. Il y a comme certains groupes qui sortent en même temps que toi, donc tu les recroises tout l'été ou toute l'année dans les mêmes, où tu vois leur nom qui jouaient dans le même salle que toi la veille, genre. Donc, oui, il y avait beaucoup de belles rencontres, de tournées. Tu fais les meilleurs amis avec des groupes que tu tournes avec. Mhm. Parce que là, tu as un mois ensemble, chaque soir. Puis à la fin, c'est comme aller au camp d'été ensemble. Ben oui, non, C'est c'est really ça. nice. Mais tu sais, tu dis, ah oui, là, après un certain temps, on est vraiment à l'aise, on a joué ça 100 de fois, mais il faut dire aussi que votre musique, et aussi, en tout cas, c'est peut-être mon impression, mais les membres du groupe, c'est quand même des gens assez easy, pas trop excités, qui ont l'air assez Ouais. calmes et la musique est assez représentative de leur personnalité. Du moins, la musique de Suns est très représentative de ta personnalité. Ouais, ben je pense on était chanceux parce qu'on a trouvé une gang, nous 4, avec un genre de tempérament, un vibe assez similaire. OK. Ce qui est drôle avec le groupe, c'est que nous 4, on a tous on est tous le milieu de 3, le middle child OK. de 3, tous nous 4. Donc on a le même genre on est plus laid back, tout le monde dans le groupe est laid OK. back. Donc, Donc, tu trouves que oui, ça a une influence, justement, tout ça, là. ouais, il y avait comme tu sais, nos attentes aussi, on est réalistique, on sait que la musique qu'on fait, c'est pas le pop music, ça va jamais être un groupe qui est très populaire. Et on était bien avec ça. On a beaucoup la musique qu'on écoute, nos références c'est pas forcément la musique qui est écoutée par beaucoup de gens. Ouais. C'est là notre scène. Puis nos attentes étaient pas très grandes. Nos attentes au début étaient rien parce qu'on a joué ensemble à Montréal dans une communauté où 99% du fois ça dure 1 an puis tu passes à autre chose. Ouais. Donc quand on a vraiment commencé, quand on a signé avec le label, on savait qu'on était super chanceux, que c'était très rare, que c'était un moment très spécial, que ça arrive pas à tout le monde. Donc, nos attentes du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui, c'est comme, wow, c'est cool qu'on joue, qu'on a des offres de gigs, tu vois. Ben oui. C'était pas comme, pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait pas ça, que, c'est cool qu'on fait ça. Des fois, moi, je vous ai vu en show 2 fois et je me suis posé la question sur qu'est-ce que vous préférez comme setup, comme salle, par exemple. Parce que des fois, je trouve que ça navigue, que c'est... Oui, vous faites un show, mais en même temps, c'est souvent des concerts. Dans le sens concert que votre musique live peut être admirée, écoutée assis confortablement. Ça pourrait être vraiment une salle de concert.
Alors que d'autres moments, c'est ça, c'est debout, tout ça. Pour toi, c'est quoi le... Ouais, c'est ça, le setup idéal, parfait, qui va aider le band, dans le fond? Moi, je dis juste une salle pleine. Je m'en... tu sais, Non, parce moi, que... je préfère 75% dans une petite bar plein que 500 personnes dans une salle de 3000, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Genre, c'est sûr. Tu veux sentir un tout, une foule qui est là, qui Ouais, supporte, je là. pense que le best pour nous, c'est comme entre 250 et 400 personnes Mhm. dans une salle parce que c'est intime, mais il y a quand même du monde. Ouais. Puis, parce que je trouve que des fois, on joue, on est booké, ou surtout dans quelques villes où on est plus populaire, on peut jouer des salles comme 800, 1000 personnes, et c'est trop grand, c'est pas vrai, c'est cool de Ben oui. jouer. C'est comme, t'es comme un rockstar pour un, mais en même temps, c'est comme le genre de musique qu'on fait, communiquer ça dans une grosse salle, c'est, c'est difficile. Je trouve que c'est moins euh, effectif comme mode de expression dans une grosse salle. Je trouve que des fois, je me trouve dans une grosse salle, je me dis, I don't know, man, it's not a good show. Ben, c'est pas ça, c'est juste que c'est pas le genre de musique qu'on fait, Ouais. you know? Puis, qu'est-ce qu'il y en est de... OK, ça, c'est ma question que j'aime bien poser aux musiciens. Peut-être, je sais pas si tu vas l'avoir en tête, mais ton meilleur show, ton pire show. Euh, meilleur, ben ça c'est super Ça, difficile. c'est Hein. tough parce qu'il doit en avoir plusieurs que vous Ben, étiez il y a bien. beaucoup de super bons gigs. En fait, je dirais que c'est plus comme la meilleure tournée. Ouais. Euh, genre, où il y a comme 2 semaines où c'est vraiment... Genre, la première tournée européenne qu'on a fait au tout début, Ouais. là, c'était des petits bars qu'on jouait, mais c'était plein, c'était comme un buzz... On était le nouveau buzz band canadien. Euh, fait que c'est la première fois où j'ai vu comme un fil dehors pour rentrer dans le venue, tu sais. Ouais, ouais. Et je tripais. Mais c'était des petits salles. Mais tout le monde était freaking out. Puis c'était super fun. Puis c'était un peu comme la première fois aussi. Bon, il y a une nostalgie quand même là, de Ouais, penser ouais, à c'est ça. cool. Donc, je sais plus si c'était... Ouais, I think it was great, you know. Puis il y en a fucking tellement de bad gigs. C'est ça. Ah, OK. Ah ouais? Ben oui. Un mauvais technicien de son Ben, qui... juste pas de public. On n'est pas dans un groupe où chaque show est sold out. C'est sûr qu'on a des tournées ou des soirées qui sont nulles. Mhm. Ça arrive souvent. C'est normal aussi. Puis, I mean, Pas des incidents majeurs, t'as pas quelque chose comme ça qui est déjà arrivé, que tu dis « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait sur la scène? On doit partir, ça n'a pas de sens. ben, on n'a jamais, genre, cancel un gig comme » ça. OK. Si on arrive là, puis il n'y a personne, on va jouer. Tu sais, on est là. Ben oui. On n'est pas comme... Tu sais, même s'il y a une douzaine de personnes, on va jouer pour eux. Ils ont acheté un billet, puis c'est whatever. Des fois, c'est cool aussi, tu vois. Des fois, Ouais, il y a ben, quelque chose qui se passe. puis des fois c'est dans ces étranges moments-là, c'est là qu'on expérimente le plus Ouais. aussi. Mais ça peut être décourageant si ça arrive pour une tournée entière et t'es comme fuck, what am I doing? Puis on n'aurait pas dû venir parce que c'est épuisant, mais il n'y a personne là. Puis ça arrive. Mais donc, si j'écoute ça, c'est le gros fun, c'est la tournée. Mais qu'est-ce qu'il y en est justement de le travail studio? Parce que vous avez pas l'air d'un groupe qui dit OK, là, on va enregistrer 3 jours en ligne. Vous prenez quand même de l'espace. Mhm. Comme là, en ce moment, là, tu sais, on va le dire, t'habites à Paris maintenant, ça, Mhm. on y reviendra. Et là, t'es ici à Montréal pour une semaine pour enregistrer un peu des trucs avec le band. Mhm. Mais c'est rien d'officiel. C'est peut-être pour un disque, peut-être pas. Ouais. Vous savez pas nécessairement. Donc c'est ça la technique de travail du groupe. C'est de prendre des petits moments, des petites sessions créatives. Et là, après, vous faites, on va prendre une pause. Toi, tu retournes chez toi, tu prends les enregistrements, Ouais. tu les écoutes. Non? Ben là, je trouve, ben en ce moment, le dynamique du band change dans le sens que les albums ont changé beaucoup depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est plus ouvert à changer la façon qu'on travaille. Puis moi, je suis plus ouvert à changer la façon que je compose, qu'on produit ça. Il y a un peu moins de pression aussi.
Là, je suis un peu plus ambitieux parce que justement, on tourne beaucoup, mais on tourne moins qu'on faisait avant parce que nos vies ont changé beaucoup. Là, je me dis, euh, je- ça évolue. Nous, on a évolué comme groupe en tant qu'individu aussi. Et on n'écoute plus vraiment la même musique Oh. qu'on écoutait à l'époque. Ben oui et non, mais on a développé beaucoup, donc on va changer. Donc on va changer la façon qu'on travaille, on va changer ce qu'on souhaite de faire, de ce qu'on souhaite de présenter aussi. Euh, donc oui, je travaille là pour... on essaie des nouvelles idées pour voir que si quelque chose va genre on va Mais, voir quelque chose de nouveau va se produire, je sais pas. mais est-ce que ça part toujours de toi? Est-ce que c'est toi qui arrives avec deux, trois petites idées ou et là, tout le monde écoute, fait Ah, OK, puis il rajoute une petite couleur ici et là, ou des fois, il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une idée Ben, au complètement. début, c'était vraiment moi qui a composé. Mais c'est moi qui compose les morceaux. Au début, comme beaucoup de groupes au début, il n'y avait pas beaucoup de motivation parce qu'il n'y avait pas il y avait pas de enjeu, on n'avait pas de goal. Il fallait prendre quelqu'un qui est le leader pour dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Sinon, on va rien faire. Ouais. You know? Donc, c'était le début. Au début, les premiers albums, moi, j'ai vraiment composé tous les parts, tu vois. Et, on, et maintenant, je compose quand même les chansons. Et ça dépend un peu des morceaux, mais maintenant, c'est plus comme here's the song. Qu'est-ce qu'on fait OK. ensemble? What do you think? Peut-être on va changer ça, peut-être on va réarranger. Mais de toute façon, ça toujours commence d'une composition. C'est pas un jam band. Non, c'est ça, c'est ça. C'est pas comme genre on fait du bruit pour 3 heures puis on coupe ce qu'on aime. Moi, j'aime pas ça. I'm not a jam guy. L'aviez-vous déjà essayé? Ouais. OK. Et des fois, c'est des choses cool arrivent. euh, euh, mais j'ai plus moi, je me considère plus qu'un composer dans ce sens-là. Et en fait, la tournée, les concerts et tout ça, pour moi, ça c'est le fruit, ça c'est la fleur du processus, c'est la fin. C'est beaucoup de travail parce que c'est exigeant physiquement, mais le travail en soi, c'est déjà fait. La composition, la production, tout ça, pour moi, c'est le vrai travail. Mhm. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. T'sais, j'aime jouer parce que c'est la célébration de ce que tu as réussi à faire. Ben oui. Mais, mais le travail, c'est la compo, c'est la prod, c'est échange d'idées, c'est essayer des trucs en studio. Après, tourner, c'est comme ça change. Là, c'est une autre chose. Ben oui, c'est un autre univers. Mais pour moi, ce que j'aime le plus, c'est écrire. C'est le buzz de... Puis ça arrive pas très souvent hein, que tu écris quelque chose, tu es comme ah, c'est cool, j'ai débloqué quelque chose de nouveau, ou ça marche, moi je suis excité par cette idée. Ça arrive pas très souvent, mais quand ça arrive, c'est le best part. Ah oui. It's the best part of the gig, Ah oui. for Puis, sure. mais là, justement, là, tu étais à Montréal pendant de nombreuses années. Là, ça fait combien de temps que tu es à Paris? Ça fait un an et demi. Ouais, C'est ben là, difficile à dire, c'est le pandémie tout le temps. Donc, ouais. Mais comment tu trouves ça de travailler de Paris? Parce que Paris, c'est assez serré. Est-ce qu'il y a autant d'espace, justement, non, comme Montréal? non, Ah non, OK, no OK. way. Ben, Donc, tu fais ça de non. ton appartement? Je faisais ça à mon appartement. Là, j'ai réussi à trouver un espace, un local. OK. euh, qui est très très petit, mais ça va. Et c'est cool de sortir de chez nous. Je trouve à Paris, comme c'est très très cher et c'est très serré, justement, il n'y a pas il y a pas d'espace comme qu'on a à Montréal. Il n'y a Mhm. pas de genre... Tous les studios que je connais sont dark, man, et petits, ou loin, ou dans un sous-sol. Et c'est difficile de jouer dans des groupes, je pense, là-bas, parce qu'il n'y a pas d'espace pour jouer drums, you know? OK. D'ailleurs, tu croises beaucoup de monde qui travaille de chez eux parce que c'est difficile ou c'est cher d'avoir un studio. Et c'est beaucoup de musique électronique parce que t'as pas vraiment besoin d'un studio pour la musique Non, électronique ah comme non, ça. c'est vrai, c'est vrai. Hey, c'est vrai, j'avais pas réalisé ça, qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'électronique à Ouais, Paris. ouais, ouais. Mais, Ah ouais. mais l'électronique, je pense, en général, c'est en Europe
anyway, c'est vraiment la musique populaire. Ouais. Et ça prend pas genre de l'espace et des microphones. Non, mais c'est aussi, comme tu le dis, c'est une réponse un peu au manque Ouais, d'espace, carrément. ouais, tu fais ça dans ta chambre, puis tu peux créer des trucs, tu peux créer des hits, man. Ah ouais. Facile. Là. T'as pas besoin d'un board de genre 100 000 piastres avec des preamps et tout ça. Non, you non. know? T'aimerais pas ça faire un hit, toi? Essayer ça, mettons, juste pour... Non, on peut Non, non, pas, non, je mais peux attends, pas. non, 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 attends, hear me out. Mettons, t'essaies anonymement, là, tu te dis pas c'est qui, tu le Ouais. fais sous un faux nom, juste voir si, si tu maîtrises cette recette, parce que, tu sais, souvent, un hit, il y a une recette, il y en a une, tu sais, elle existe, comment bien le faire, mais en même temps, il y a la chance là-dedans, il y a comme Ouais, plusieurs for facteurs sure, qui for sure. embarquent. Moi, je me suis toujours dit, mais moi, j'ai aucun talent, je peux pas écrire là-dessus, je peux pas chanter, je suis pas capable de faire ces trucs-là, mais je me suis toujours dit que si j'avais ça, c'est sûr que anonymement parlant, Ouais. je laisserais, tu sais, 2, 3 chansons, voir qu'est-ce qui pourrait se Je passer. pense pour faire ça, c'est sûr que j'en ai pensé, for sure. Parce que, tu sais, on a un publisher qui. Tu sais, des fois, nos chansons sont prises dans des films ou dans des advertising. Tu sais, c'est là, c'est un revenue stream pour nous aussi. Ah oui. Puis je me dis, des fois, on a comme un truc de whatever, Nike ou whatever. Puis il y a plein de monde qui voit ça beaucoup plus que les autres choses qu'on a fait, tu sais. Ah ouais. Donc, t'es comme, wow, c'est cool. Si je faisais ça, je peux vraiment faire un vie en musique puis, comme confortable. Puis il y en a qui font ça aussi. Oh non, mais ça, mais je pense que ceux qui font ça, c'est vraiment ce qu'ils font. You know, c'est un autre genre Mhm. de travail. Et je sais que écrire des hits plus pop, j'ai essayé des choses des fois. Je pense que je suis vraiment... I'm not that good at it. Je pense pas que je suis comme très... Parce qu'il faut y croire aussi. Et je pense que écrire... premièrement, ben, de base, je pense la chose la plus importante, pourquoi j'y fais pas, c'est parce que ça prend beaucoup de temps de faire ça comme il faut. Et c'est pas je suis dans une position privilégiée où j'ai pas besoin de faire ça avec Non, t'as mon pas temps. besoin. Donc, c'est pas la façon que je veux pas mettre tout mon temps dans des choses qui m'intéressent pas ou juste pour faire l'argent. Et je pense que si je faisais la musique juste pour faire l'argent, je pense que I would just do something else. Non, et clairement, You know? parce que justement, on va parler maintenant de... Il y a Soons, mais il y a aussi tes projets solo, Ouais. tu sais, qui sont apparus il n'y a pas si longtemps, je pense il y a 4 ans à peu Ouais. près. Là, tu as commencé, tu es sorti de ça. C'était pourquoi cette nécessité-là, moi, je me demandais, parce que, tu sais, déjà avec Soons, j'ai l'impression que tu as comme beaucoup... pas de responsabilité créative. Pourquoi tu as voulu partir en solo? Tu voulais encore plus d'espace, puis essayer des choses qui, justement, peut-être pas appropriées pour Sons? Ou c'était quoi l'idée, en fait? Parce que j'écris beaucoup, je pense, et avec Soons, l'horaire c'est un peu établi, et c'est une production avec Soons. C'est vraiment ça. C'est un studio, il y a plusieurs personnes impliquées, ça prend du temps. Le produit à la fin est très beau et très produit, très professionnel, entre parenthèses. Et ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'adore ça parce que tu peux vraiment rentrer avec des sons super beaux. Et en même temps, c'est très... contrôlé et c'est bon. Pour les trucs solo, je voulais justement écrire, parce que j'écris beaucoup et je voulais pas trop y penser. Je voulais écrire et en fait, c'est des trucs performatifs de base. C'est pas des productions, c'est vraiment je joue ça en live, en direct dans le studio. Je fais pas d'overdub, je fais pas de production. Je manipule pas
et je corrige pas des choses. C'est vraiment comme plus improvisé, avec beaucoup de feedback, avec des choses, un peu de chaos, que j'ai pas vraiment dans un groupe. Et je voulais avoir un peu plus de espace de manœuvre, de chaos, justement. Et, et c'est très lo-fi, c'est tout autoproduit par moi aussi. Donc, je peux produire ça assez vite. Et ouais, and it's fun. Et je pensais au début, quand je commençais ça, que ça serait cool de tourner parce que les tournées, c'est fun, mais c'est aussi un aspect de la tournée qui est difficile, c'est être un groupe et aller à un place à un autre, puis c'est lent, t'attends ça. C'est comme, tu peux pas partir parce que t'es tout ensemble. Et je me suis dit, ça serait cool de tourner ça, puis je serais seul. Genre, I can just do what I want. Je vais partir quand je veux. Mais à vrai dire, c'est fucking beaucoup plus difficile de tourner seul qu'en groupe. Et je regrette ça aussi. Non, c'est vraiment difficile de en solo. Ouais, puis c'est la solitude aussi. C'est la solitude que j'aime bien quand tu es dans un train, mais après un gig, c'est difficile. Hein, tu es vraiment là. Et j'ai pas vraiment apprécié ça. Je tourne pas beaucoup en solo anyway, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable d'être avec des amis. D'avoir un soutien. Ouais. Mais tu sais, puis ça m'amène à parler aussi parce qu'on a fait un projet ensemble. En fait, quand il y a eu la pandémie, il y a eu... Bon, là, les salles étaient fermées. Et quand je parle au tout début, pendant assez longtemps, après, il y a eu des concerts en salle, mais web diffusion, tout ça. Mais le premier show qu'il y a eu à Montréal, quand tout a réouvert, c'était le tien, en fait, au Théâtre de la Chapelle, et avec le Quatuor Molinari, où est-ce que tu as écrit, littéralement, on pourrait dire du quintet, en fait, c'était toi, Quatuor, et aussi un paquet de machines qui étaient là. Puis j'ai jamais vu autant d'amplis autour de moi. Pour moi, là, pour un gars qui est de la musique classique, il y en avait beaucoup. On a fait ça 3 soirs. Et je me souviens de l'excitation de tous les shows, mais le premier show en particulier, où est-ce que c'était super distancé, tout ça. Il y avait eu un mot du directeur de la chapelle. Puis c'était vraiment buzzant. Là. C'était tellement plaisant. Puis quelques temps après, on est allé enregistrer tout ça. Ce projet-là, ce projet de composition, littéralement, toutes tes chansons. Et là, il est question que ça va peut-être sortir à un certain moment. Est-ce que tu as plus de ouais, détails ça va là-dessus? sortir. C'est prévu de sortir en septembre. En septembre? Cette année. Excellent. Ouais. Super. Donc, ouais, I'm really vraiment très, très... Écoute, je suis dans le projet puis je sais même pas le nom le nom du disque. Est-ce que ça s'appelle... bon, en fait, c'est moi et vous. Oui. Mais le disque, ça s'appelle Desiderata. Desiderata. C'est que ça sort... bon, en fait, en fait, ça veut dire désir. Mais Désir. la musique qu'on a fait ensemble, c'est vraiment... c'est l'électronique expérimentale. Il y a du feedback, mais il y a beaucoup de chansons avec Quatuor. Et c'est un peu comme un rêve que je voulais faire depuis longtemps. Et de vraiment me pousser l'écriture acoustique avec cette électronique expérimentale, ce que je fais déjà. Et la musique, c'est un peu narratif dans le sens qu'il y a un genre de histoire dans cet album. Et c'est plus un science fiction narratif. Et je suis très content de ce qu'on a fait ensemble, vraiment. Non, c'était cool. Ouais, c'était cool. Et puis l'enregistrement, je trouve, marche super bien. Et ouais, ça va apparaître en septembre. Alors, je vais avoir des vinyles. Le artwork est super beau. Donc ça, c'est finalisé. Donc j'ai un appel justement demain avec le label qui va le sortir. Et ouais. C'est quel label finalement? Joyful Noise. C'est américain. Cool. Excellent. Ouais. Puis je pense que ça va sortir au Canada sur un label qui s'appelle Forward Music. C'est un autre indie vibe. Cool. Donc ouais, on va...
On va suivre. Espérons que, rendu là, il va y avoir un peu plus de base, puis on pourrait le reprendre. Oui, ça serait cool. Ouais. All right, Ben. Écoute, on est rendu au moment de la prescription. OK, c'est parti. Alors, Ben, c'est toi qui mets la table. OK, donc, si je comprends bien, il fallait choisir 3 Ouais. 3 trucs que tu veux œuvres partager. d'art dans n'importe quel C'est n'importe quel format. format. Quelque chose que tu aimes vraiment, parce que moi, j'aime ce que tu fais. Je me dis que tu dois avoir des bonnes écoutes, des bonnes influences. Alors. OK, bon, mais moi, j'ai la première chose, je vais commencer avec un album. J'ai choisi l'album de Alice Coltrane qui s'appelle Turia Sings, qui est assez obscur pour elle. Elle a vraiment sorti beaucoup d'albums. Ça, c'est des années 80, qui est sorti juste sur cassette. Puis je pense récemment, ça a été ressorti en numérique. C'est juste elle avec son clavier. Elle chante. C'est très méditatif. C'est hyper beau. Et c'est comme un... Tu sais qu'elle est très religieuse, donc il y a... c'est un côté méditatif. C'est chanté... C'est pas en anglais, c'est vraiment comme des chants... comment dire... Des chœurs ou bien des... c'est vraiment... c'est comme des prières presque. Okay. Et c'est... Bon, en tout cas, c'est un de mes artistes, de mes musiciennes en tant que compositrice et interprète aussi. Interprète préférée, avec une énorme carrière derrière elle. D'ailleurs, évidemment, John Coltrane, c'était son mari. Donc, elle est, je pense, plus récemment, elle est devenue plus populaire dans les dernières années. Okay. Il y a un renouvellement de ses œuvres. Donc ça m'influence. J'écoute ça pour me inspirer d'une vocabulaire, bon, en tout cas, elle a un vocabulaire immense, mais inspiré d'une vocabulaire très simple dans cette disque, qui est juste très vibe, hyper... Écoute, moi, je connais zéro. J'ai jamais écouté ça. Là. Mais il faut... Ben, tous ces albums sont très intéressants et plus jazz au début et très improvisé, harpe ou clavier ou piano ou chant. Mais ces trucs où c'est juste elle en solo qui joue juste elle, c'est magnifique. Puis il y a quelque chose là-dedans très quasiment religieux, même si c'est pas forcément l'intention. Non, mais c'est vraiment plus la prière, quoi. C'est ça, puis le ton qui doit être Le ton présent. est super... Ouais, c'est juste beau, c'est comme un maître de son univers. OK, you know? Bon, ben ça, j'aime ça. Mon tour, moi, je vais te proposer un podcast, en fait, qui s'appelle Lueur, avec Martin Labrec. Tu connais Martin, concepteur d'éclairage, qui a décidé, lui aussi, un peu comme moi, de partir son petit truc dans lequel il a invité des connaissances, mais aussi beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu, en arrière de la scène, si on peut dire ainsi, sur des conceptions. Et pour certains, ça peut être mystérieux. Hein. On va voir un show, on trouve ça magnifique, mais on ne sait pas vraiment comment on a réussi à s'y rendre. Et il mène vraiment des belles entrevues qui durent justement à peu près
une heure et moi, j'ai découvert une tonne de personnes que je connais, dont je ne connaissais l'existence, en fait. Oui, c'est assez précis, mais c'est quand même assez vulgarisé et ça parle de scène. Donc, Et c'est la scène québécoise. scène québécoise, mais aussi mondiale, parce qu'il se promène beaucoup, OK. Martin. Hein, il a travaillé partout en Europe, tout ça. Donc, il fait aussi des entrevues. C'est toutes des entrevues qui sont faites sur Zoom. Donc, il y a Ouais. des gens qui sont aux États-Unis ou en Europe ou ici. Donc, et après, ça vous amène à aller faire des petites recherches sur Google de curiosité pour voir justement quand ils parlent de couleurs, de quoi exactement avait l'air la scène qu'ils ont travaillée. Et c'est une des personnes aussi que j'ai contacté pour qu'il m'explique comment je peux faire mon propre truc. Donc, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, Lueur. Lueur. Comment Oui, on c'est écrit ça? Lueur sur, en fait, c'est sur toutes les Ouais. plateformes. OK. Donc, voilà. À ton Cool. tour. OK, bon, ben, j'ai choisi un autre. J'ai un livre. Je vais, parce qu'on parlait de Ouais. projets qu'on faisait ensemble, puis moi, j'ai dit que c'était basé sur un narratif science fiction, puis moi, je suis amateur de science fiction. Donc, j'ai choisi mon livre de science fiction préféré, qui s'appelle The Left Hand of Darkness, qui est sûrement traduit en français, mais je ne sais pas le mot. The Left Hand of Darkness, Ursula K. Le Guin, qui est une Américaine écrivain, qui a écrit surtout dans les années 60 et 70. Puis elle, je trouve que son écriture est très... C'est pas la science-fiction de Star Wars, c'est plus... c'est pas fantastique comme ça, c'est plus genre le futur, un peu banal des fois, commencer dans une autre... et Left Hand of Darkness, ça, on est dans un autre univers, dans une autre époque, dans le temps, avec la politique. Et c'est super beau. Et on parle aussi d'un futur où le genre masculin-féminin existe presque pas dans cette genre, dans cette culture. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu quand même... c'est très, comment dire... Mais c'est au sujet de l'âge. Donc, tranquillement, c'est on va un vers ça. peu ahead of her time. Ben oui. Donc, c'est très relevant aujourd'hui, Mhm. ce genre d'approche, son écriture. Donc, moi, je conseille The Left Hand of Darkness pour n'importe qui veut un bon livre. Nice. Moi, je vais avec un band d'ici, en fait. Dust Holes, que tu connais, ouais. Ben oui. Évidemment. Et écoute, j'ai toujours suivi leur carrière. J'ai toujours trouvé ça bon, tout ça. Mais vraiment, moi, le dernier disque, c'est peut-être à date mon préféré. En fait, je trouve ça toujours un bon signe que la nouvelle chose qui s'appelle Who Would You Hold If the Sky Betrayed You, c'est sorti il y a Genre très, très ouais, récemment. très récemment. Puis ces temps-ci, je me rince les oreilles énormément à ce disque-là, alors que je trouve que justement les arrangements, même les textes, c'est jamais... tu sais, puis on peut s'en parler de ça. C'est rare que, même quand on comprend bien l'anglais, que l'anglais c'est ta langue, juste à une première écoute, que tu comprends tout le discours d'un ou d'une chanteuse, c'est rare. Dans ce cas-ci, tout est clair, on comprend bien où est-ce que ça s'en va. Puis je trouve que la poésie qui se cache avec la musique en arrière l'accompagne parfaitement. Super balance des instruments. Moi, ça faisait longtemps que je n'ai pas entendu un album... C'est-tu pop? C'est pas vraiment pop. C'est Dust Hole? Non, c'est quoi? C'est plus c'est comme un peu trip-hoppy, un peu, ouais, un peu like Portishead, un peu vibe. Par moment, mais en plus, ils se détachent un peu de ça aussi. Ouais, Donc, ouais. Ils vont dans quelque chose de plus acoustique. Mais ils sont des super bons musiciens. Ah ouais, c'est fantastique. Avouer à ça. Erika, avec sa voix et tout ça, et Simon qui est aux instruments. Bref, ouais, le dernier disque de Dust Holes, excellent. Cool. Une dernière suggestion? Ben moi, je recommande un album des Pixies qui est... j'ai juste choisi ça parce que c'est personnel. C'est plus parce que ça parle un peu de mon trajet comme musicien quand j'étais ado. Moi, j'ai écouté, comme je disais tantôt, la musique pop, Chaume FM, whatever, des trucs populaires que je continue à écouter. Je suis pas comme... T'es pas snob. Je suis pas snob, I still love it. Mais le Pixies, dans les années 80 et 90, était moi, mon voisin m'a donné l'album Trompe le Monde, qui est d'ailleurs un titre en français. Et c'est la première fois où j'ai fait le lien d'un autre genre de musique qui m'a ouvert des portes à une autre scène. Genre, c'était le pont
qui m'a amené de la musique populaire à la musique plus underground, ou des scènes qui n'étaient pas sur la radio. Et depuis, évidemment, je pense que pour vraiment des amateurs de Pixies, c'est pas leur meilleur album. Moi, j'ai choisi parce que c'est mon premier et ça resterait mon préféré à cause de ça, même si il y a des autres albums qui sont mieux. Ben oui. Mais ça, pour ceux qui savent, sûrement connaissent cette band, mais ça, c'est juste un choix personnel. Ah, mais j'adore ça, le choix personnel, voyons, c'est super. T'es as vu live? Oui, j'en ai vu quelques fois. Quelques fois, OK. Moi, j'ai vu une fois, la dernière fois qu'ils sont à Montréal, c'était en première partie de Weezer. Oh, fuck. Au Centre Bell. Écoute, c'était meilleur que le show de Weezer. Mais c'était eux qui étaient en première partie. Ils n'étaient pas venus à Montréal, je me souviens plus, ça faisait combien d'années. Ouais. Puis écoute, c'était fou parce qu'ils ont juste enfilé hit par-dessus hit. Puis tu sais, c'est toujours la première partie, c'est que les gens arrivent un peu en retard parce que... Puis générationnellement, c'était vraiment intéressant comme première partie parce que tu avais Weezer qui avait le nouveau disque qui sortait, tout ça. Bon, c'était la grosse promotion. Puis en même temps, il y avait plein de gens qui étaient là pour The Pixies. Bon, là, tu avais des gens un peu plus vieux qui étaient là pour ça. Mais là, les jeunes arrivaient après pour ça, mais c'était fantastique. Là. Amazing singer aussi, un chanteur malade. Avec une drôle d'histoire obscure un peu là, vers la fin de leur... Mais au fond, c'est cool parce qu'ils ont recommencé à jouer, puis maintenant, je pense qu'ils sont tous en quand même bon terme. Un vrai 90s vibe. Vraiment. Un vrai cette génération. Très cool. Écoute, Ben, merci beaucoup. C'était vraiment le fun de te voir. Puis bonne création avec le band. Et en septembre, nouveau disque solo qui sort à suivre. Et écoute, aussi, bon retour à Paris. Merci. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.